Bienvenue à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur une journée particulièrement dense au Sénégal, celle du 24 juin 2025. Franchement, ça a touché à tout. Gestion de crise avec les inondations, diplomatie d'urgence, tensions sociales bien présentes, et puis aussi des débats de fond sur la justice, les institutions. L'objectif, comme d'habitude, c'est d'essayer de décortiquer un peu tout ça ensemble, comprendre les dynamiques, ce que ça révèle sur la situation actuelle là-bas. Bon, alors, on y va, déballons tout ça, commençons par les urgences. Il y a eu cette réunion stratégique à Tambacounda sur les risques d'inondation. C'est le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, qui présidait. Il a eu cette phrase « Ce n'est la faute à personne, ce sont des phénomènes naturels ». En attendant, des comités de veille, des postes de commandement sont mis en place. Oui, alors c'est vrai, les inondations sont des phénomènes naturels, évidemment. Mais cette phrase, elle interpelle un peu, quand même, parce que bon, reconnaître le phénomène, c'est une chose, mais ça occulte peut-être un peu la question de la préparation, de l'anticipation. Les comités de veille, c'est de la réaction, c'est nécessaire, bien sûr. Mais quid de l'aménagement du territoire, des infrastructures pour réduire la vulnérabilité? La responsabilité, elle est aussi là, non? Dans l'atténuation des impacts de ces événements qui, on le sait, sont récurrents. C'est un très bon point, effectivement, l'équilibre entre fatalité naturelle et action préventive. Et puis, autre urgence d'un tout autre ordre, le rapatriement. Une cinquantaine de Sénégalais qui étaient en Iran et qu'il a fallu rapatrier suite à l'escalade du conflit israélo-iranien. Pas simple, parce que l'espace aérien était fermé. Ah oui, ça c'est une opération assez remarquable. Ils ont dû passer par voie terrestre via la Turquie. C'est un sacré défi logistique et diplomatique. Clairement. Et d'ailleurs, la ministre des Affaires étrangères, Yacine Fall, a souligné un point intéressant. Elle a dit que le Sénégal était le deuxième pays africain à avoir mis en place un mécanisme de rapatriement aussi structuré. Ça montre une certaine capacité d'action quand même, dans un contexte international, disons, très tendu. Absolument. Passons maintenant à un autre volet important, la justice, la mémoire, et puis les changements institutionnels. Il y a eu cet appel Gamilaka Touré, c'était lors de la commémoration des événements du 23 juin, un appel très fort pour la justice transitionnelle. Elle a dit, et je cite en gros, « Sans justice pour les victimes, la démocratie restera blessée ». Elle pointe clairement le besoin de ne pas laisser l'impunité s'installer, en référence aux dérives passées. Oui, la tentation du troisième mandat, les opposants emprisonnés, tout ça. Exactement. Et cet appel à la justice transitionnelle, il est crucial. Pour resituer un peu, la justice transitionnelle, c'est en gros l'ensemble des outils judiciaires ou autres qu'une société utilise pour faire face à un passé de violation massive des droits humains, souvent après une dictature, un conflit. L'idée, c'est de reconnaître les victimes, de juger les responsables si possible, de réformer les institutions pour que ça ne se reproduise pas, et bien sûr de chercher la réconciliation. D'accord. Et cet appel résonne particulièrement fort dans le contexte actuel, post-Macky Sall, surtout que le Conseil constitutionnel a été clair, l'amnistie votée ne concerne pas les crimes de sang. Donc la question de la justice reste entière pour les faits les plus graves. C'est un enjeu fondamental pour la solidité de la démocratie sénégalaise, on le sent bien. Et puis, dans un registre différent, mais lié aux institutions, il y a ces changements qui semblent poindre à l'Assemblée nationale. C'est le député Guy-Marius Regna qui en parle. Il décrit des ruptures assez nettes. Ah oui, comme quoi par exemple? Il parle de ponctualité d'abord, fini les retards systématiques apparemment, fin aussi du soukeur au cours, ces fameux cadeaux distribués pendant le ramadan et plus largement des dons d'argent aux députés. Plus de transparence aussi selon lui. Intéressant. Ces changements, même s'ils peuvent paraître symboliques pour certains, ils peuvent être le signe d'une volonté de rupture avec certaines pratiques, disons, clientélistes, une tentative de professionnaliser l'institution parlementaire, de la rendre plus sérieuse, peut-être plus exemplaire. Oui, après, la grande question, c'est toujours la même. Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est juste un effet de l'alternance, un coup de com', ou est-ce qu'on assiste à une vraie transformation des mentalités et des pratiques au Parlement? L'avenir le dira. Tout à fait. On reste sur le pont pour suivre ça. Mais pendant que ces débats ont lieu, il y a aussi des tensions sociales bien réelles. L'enseignement supérieur, par exemple, est touché de plein fouet. Oui, une grève de 72 heures déclenchée par le SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, ça paralyse pas mal d'universités. Et quelles sont les raisons principales de cette grève? Alors,
Il y a plusieurs points. Il y a un décret sur une allocation de retraite qui pose problème. Il y a aussi ce qu'ils appellent l'entêtement du FNR, le Fonds national de retraite, sur certains dossiers. Et un point qui revient souvent, c'est la question des pensions de réversion. La pension versée au conjoint après le décès, c'est ça? Exactement. Et la tension est telle qu'il menace de boycotter les jurys du baccalauréat, ce qui serait évidemment très problématique. Ah oui, ça met une pression énorme. Et cette grève, elle s'inscrit dans un contexte social plus large, j'imagine. Tout à fait, elle n'est pas isolée. D'ailleurs, la CNTS, la grande confédération syndicale, a mis une sorte de bémol au récent pacte de stabilité sociale qui a été signé avec le gouvernement et le patronat. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils ont dit? En gros, ils disent « signer un pacte, c'est bien, mais sa réussite dépendra de l'attitude concrète de l'État face aux préavis de grève et aux revendications ». Ils donnent l'exemple du secteur de la justice, où un préavis court depuis février sans, selon eux, de véritable dialogue. Ça montre qu'il y a une certaine méfiance, un doute sur la volonté réelle de dialogue social et de résolution des conflits par la négociation? D'accord. Donc, un climat social à surveiller de près, et ça nous mène aux questions budgétaires qui sont souvent au cœur des tensions. L'organisation FRAPP a sorti son analyse du budget. Oui, le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricain. C'est une voix assez critique souvent. Il note quand même des points positifs, non? J'ai lu ça. Hausse des recettes, maintien des subventions à l'électricité, un peu plus de transparence budgétaire. Effectivement, ils reconnaissent ces aspects, mais leur analyse est surtout critique sur l'allocation des ressources. C'est là qu'ils mettent le doigt. C'est-à-dire... Ils trouvent que les investissements dans les secteurs sociaux prioritaires sont beaucoup trop faibles, en tout cas sur le premier trimestre 2025 qu'ils ont analysé. Ils donnent des chiffres. Santé, seulement 1,47% des dépenses d'investissement. Logement, 0,6%. Ah oui, c'est très peu. C'est très faible. L'éducation s'en sort un peu mieux avec 15%, mais on peut toujours discuter si c'est suffisant vu les besoins. Et donc, face à ça, FRAP a des demandes assez radicales. Comme quoi? Fusionner certaines agences publiques jugées trop coûteuses et peu efficaces, appliquer ce qu'on appelle un budget bas zéro. Budget bas zéro, c'est-à-dire? En gros, au lieu de reconduire les budgets de l'année précédente avec des ajustements, on oblige chaque ministère, chaque agence à justifier chaque dépense à partir de zéro, comme si c'était la première fois. C'est censé forcer à évaluer la pertinence de chaque ligne budgétaire. D'accord, je vois le principe. Radical, effectivement. Et il demande aussi la publication intégrale de la dette publique. Donc, une critique assez forte sur les priorités affichées par le nouveau gouvernement versus la réalité des chiffres du premier trimestre. Ça illustre bien le débat classique, comment concilier les grands équilibres macroéconomiques et les attentes sociales pressantes. Un dilemme permanent pour tout gouvernement et particulièrement pour un nouveau pouvoir qui a suscité beaucoup d'espoir. Exactement. Naviguer entre ces contraintes, c'est tout l'enjeu. Et pour terminer cette revue du 24 juin, une note un peu plus symbolique, mais importante aussi, c'était la journée internationale des femmes dans la diplomatie. Ah oui, c'est vrai. Et la ministre des Affaires étrangères, Yassine Fall, a justement marqué le coup. Elle a rendu hommage aux pionnières sénégalaises dans ce domaine, comme Absa Claude Diallo ou Maïmouna Diop Sy. Et elle a plaidé pour une diplomatie plus équitable, plus paritaire. C'est essentiel. Et ce n'est pas juste une question de symbole ou d'équité, même si c'est déjà fondamental. C'est aussi une question d'efficacité, je pense. Comment ça? Une diplomatie qui intègre davantage les femmes à tous les niveaux de décision est une diplomatie qui reflète mieux la société dans sa diversité. Et donc, potentiellement, une diplomatie plus à même de comprendre les enjeux complexes du monde actuel et d'y répondre de manière plus pertinente, plus complète. Bien vu. Donc, si on résume cette journée du 24 juin, waouh, c'est vraiment une photographie des défis multiples et simultanés du Sénégal aujourd'hui. Gérer l'urgence immédiate, les inondations, les rapatriements. Penser les plaies du passé récent, avec cette question de la justice transitionnelle. Tenter de réformer les institutions comme l'Assemblée. Répondre aux fortes attentes sociales, comme dans l'éducation, et tout ça dans un cadre budgétaire qui reste contraint, comme le montre l'analyse du FRAPP. Absolument. Et ce qui est frappant, c'est de voir à quel point tout est interconnecté. La capacité du nouveau pouvoir à gérer ces fronts multiples de manière cohérente et efficace, ce sera vraiment déterminant pour la trajectoire du pays. La confiance dans les institutions, le dialogue social, les choix budgétaires qui reflètent ou non les priorités annoncées, la manière d'aborder le passé, tout ça forme un tout. C'est un immense puzzle à assembler dans cette phase de transition politique. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la réflexion, pour nos auditeurs aussi.
face à cette complexité entre les urgences qui n'attendent pas et les réformes de fond qui prennent du temps, entre les aspirations sociales immenses et les réalités économiques, quelle devrait être, selon vous, la priorité absolue? Qu'est-ce qui est le plus crucial pour ancrer durablement la stabilité et le progrès au Sénégal en ce moment? Voilà matière à réflexion. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci à vous. Et merci à tous de nous avoir suivis pour cette exploration. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. D'ici là, restez curieux et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très vite.